demander à Lise et Lorraine de présenter avant de commencer ce webinaire. Allez-y. Bonjour, voilà, donc je suis Lise Georges, je suis directrice associée chez Kinaps et aujourd'hui je suis ravie de vous parler de design fiction et de partager les enseignements de cette méthode. Lorraine Saillag, directrice associée également. Donc Kinaps, c'est un cabinet de conseil spécialisé en transformation digitale et data et IA. Et donc on a accompagné quelques clients sur cette méthode de design fiction et on va partager ces enseignements. Top. Alors du coup, au niveau de la présentation et du déroulé de cette séance de webinaire, on va d'abord commencer par vous présenter la méthode et l'intérêt justement de cette méthode pour nos clients. Et ensuite, on va vous partager des retours d'expérience puisque Kinaps a pu appliquer cette méthode pour des clients mais aussi au sein du cabinet et vous présenter un peu nos bonnes pratiques qu'on en a tirées. Et enfin, donc, on aura une séance de questions-réponses donc vous pouvez réagir tout au long de la séance via le chat. Et on va pouvoir répondre à la fin de la séance, lors de la séance de questions-réponses, à toutes vos questions. Alors, Lorraine, est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous présenter le design fiction ? Alors, le design fiction, d'abord, c'est un mot valise, donc qui est une contraction entre design thinking et science-fiction, donc qui a donné ce super concept de design fiction. Donc, petit rappel sur le design thinking, c'est une méthode basée sur l'écoute d'utilisateurs, de clients pour imaginer des offres et des services, des solutions pouvant répondre à leurs besoins. Et la science-fiction, tout le monde le connaît. Et du coup, ce concept de design fiction, c'est basé sur le fait de construire des scénarios futuristes, plus ou moins réalistes, pour se projeter dans un futur à moyen ou long terme et imaginer comment le monde, l'économie pourrait se structurer, la politique et quel avenir pourrait avoir notre entreprise dans ce contexte. Donc, c'est une méthode qui permet de libérer la créativité, de se projeter dans des univers un peu différents de notre actualité pour justement sortir vraiment de notre carcan de pensée et imaginer des choses complètement nouvelles qui seront plus ou moins pertinentes mais qui seront toujours intéressantes et enrichissantes. D'accord, et donc si c'est une méthode qui existait déjà, pourquoi est-ce qu'on l'applique aujourd'hui? Quel est l'intérêt actuel pour nos clients en fait? Alors, le design fiction, c'est une méthode qui n'est pas complètement nouvelle, hein. C'est des choses dont on parlait déjà, par exemple, il y a 15-20 ans chez Orange. Et parfois, ça peut faire un peu sourire d'avoir à se projeter dans des scénarios vraiment très futuristes et complètement impensables. Alors, ce qui s'est passé là, c'est qu'avec le contexte, on a vécu en fait l'impensable. Donc, voilà, on dit que la réalité a dépassé la fiction. Et on a tous eu, du coup, à se jeter dans le grand bain de là, on a vécu cette science-fiction d'une certaine façon avec le confinement. Et ça a été difficile, notamment pour certaines entreprises. Donc certaines entreprises ont su s'adapter très rapidement, soit par exemple de la relocalisation ou bien la mise en place du travail à distance de façon très rapide. Mais malheureusement, c'est pas le cas de toutes. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience sur finalement la nécessité presque de s'entraîner. Celles qui s'étaient entre guillemets déjà entraînées, par exemple parce qu'elles étaient prêtes pour le travail à distance ou des choses comme ça, ont mieux tenu le choc de ce scénario un peu catastrophe que celles qui ont dû s'organiser au dernier moment ou qui devaient avoir accès à des archives papier ou des choses comme ça qui en ont du coup beaucoup souffert. Donc déjà, un grand enseignement de cette constatation, c'est que pour tenir le choc de scénarios qui pourraient nous arriver, finalement, même improbables, il y a une nécessité presque de s'entraîner. C'est un entraînement tout terrain, en fait, qui va être finalement important pour la survie de la structure. D'accord. Et donc, outre cette résilience, Lorraine, est-ce que tu peux nous développer un peu les intérêts à la fois pendant la séance et peut-être les autres que tu as pu voir en pratiquant le design fiction en atelier?
On va les détailler un peu plus par la suite, mais c'est vrai que l'intérêt pour le client, c'est vraiment de sanctuariser un moment où on peut réfléchir ensemble à des thématiques stratégiques, à sortir du cadre, à justement libérer cette créativité et surtout, du coup, faire émerger des nouvelles idées qui seront actionnables. Très bien. Donc après cette courte introduction, on voulait vous présenter un peu un petit exercice qui s'apparente à du design fiction. Donc, je vous invite à répondre sur le chat, visible par tous, à la question « Quel sera pour vous le mot à la mode en 2050 ?» Donc, à vos claviers, on pourra réagir après dessus. On voit globalement quand même qu'on est beaucoup sur tout ce qui est écologie, voilà, durabilité, le vivant. Ouais. Il y a une très très forte tendance écolo. C'est bon, J'espère que d'ici là, ce sera déjà installé depuis quelques temps, en 2050. Ouais. Ouais, le but c'était, par le fait de dire 2050, c'était de se projeter dans un horizon temporel qui est assez éloigné, et c'est en ça que ce genre d'exercice relève du design fiction. Donc, Lise, on comprend donc, on a bien compris l'intérêt de la méthode, mais est-ce que en pratique, tu peux nous dire un petit peu comment tu l'as mise en place chez Kinaps, chez les clients également? Alors, en termes de mise en place concrète de dispositifs, donc on est sur un dispositif avec une série d'ateliers. Ces ateliers rassemblant donc des personnes de tous les métiers et aussi des représentants du COMEX. C'est très important, on y reviendra après. Donc, on a pu, pendant le confinement, tester un dispositif de fait, sous la contrainte, un dispositif à distance avec les outils digitaux qui sont aujourd'hui à notre disposition, type Miro, Klaxoon, etc., Zoom, qui nous ont permis de faire des exercices type post-it, en fait, mais en digital. Voilà, donc on a ensuite mis en place donc des méthodes qui sont là aussi assez classiques de divergence-convergence, c'est-à-dire divergence, on va aller chercher le plus d'idées possibles en regard des scénarios en fait qui sont proposés. Et là aussi, on reviendra avec Lorraine sur l'importance du travail sur ces scénarios pour permettre aux personnes de bien se plonger dans un univers qui leur parle. Et ensuite, une phase de convergence où on va aller creuser les idées qui semblent le plus à valeur pour l'ensemble des participants et les creuser pour aller jusqu'à une actionnabilité. Voilà, donc il y a aussi des règles dans la façon de communiquer ensemble. Vous voyez d'ailleurs, il y a des personnes qui parlaient de respect, justement. Alors, ce sont des règles de respect dans la communication, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit ni de s'auto-censurer, ni de censurer les autres, ou ni d'apporter des remarques négatives sur les idées des autres, comme « non, mais ça sera trop cher »,« non, mais ça, on n'y arrivera jamais, ça sera trop compliqué », etc. Mais un peu comme dans les règles du théâtre d'impro, pour ceux qui connaissent, on va être vraiment dans la construction d'idées. Donc, au lieu de dire non, on va dire oui, et on pourrait aussi faire ça. Donc, vraiment l'association d'idées, à partir de deux idées, pouvoir en créer une autre, etc. Et c'est comme ça qu'on va arriver à un nombre exponentiel d'idées et qu'on va aller chercher des idées hors des sentiers battus. Et c'est ça qui va constituer finalement l'entraînement à du tout-terrain, en fait. C'est ça qu'on recherche. Aujourd'hui, les boîtes, elles doivent s'entraîner à être tout-terrain parce qu'on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. Voilà. Merci d'avoir commencé déjà à planter quelques petites idées de nos retours d'expérience. On a quelques leçons du coup à vous partager du fait de l'avoir implémenté à la fois chez nous et pour différentes entreprises qui relèvent de différents secteurs. Et ce sont ces idées qu'on voulait partager aujourd'hui. Donc, on va pouvoir passer sur les retours d'expérience. Alors, la première bonne pratique qu'on a pu identifier, c'était de mettre le boss à la table. Donc, derrière cette formulation, on entend de vouloir mettre à contribution les décisionnaires de l'entreprise lors des ateliers, que ce soit en amont dans la phase de préparation ou
vraiment lors des séances d'idéation. Donc, Lorraine, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur l'application de cette règle et comment on a appris chez Kinaps que c'était une bonne pratique? Donc effectivement, cette première leçon un peu ou enseignement, on l'a appris à la dure. Donc c'était dans nos premières expériences de design fiction où le boss, donc le directeur de cette entité, ne souhaitait pas participer pour ne pas brider les personnes. Donc, il s'est dit, voilà, si je participe, je vais monopoliser la parole. Potentiellement, les participants ne vont pas être aussi libres de s'exprimer. Et du coup, ça partait d'une très bonne intention. On s'est dit, OK, il participe pas et il a même pas suivi, en fait, le cours de l'ensemble des sessions parce qu'il s'est dit, je ne veux pas interférer avec les résultats. Et donc, je vais laisser vraiment le top management et le COMEX libre de s'exprimer. Le problème, c'est qu'à l'issue, forcément, n'ayant pas participé à tout le déroulé, il n'était pas forcément en phase avec ce qui est sorti et il n'avait pas vécu l'expérience de l'ensemble des participants du top management. Donc, il n'avait pas co-construit. Donc, la réponse, forcément, il ne pouvait pas se l'approprier et du coup, il y a un risque pour l'actionnabilité. Donc, les expériences qu'on a eues par la suite, on a effectivement beaucoup plus impliqué les directeurs, les décideurs dans la préparation, dans vraiment l'articulation de l'ensemble des sessions. Et ils ont participé comme n'importe qui aux sessions. Et donc, pour le coup, ça a permis de beaucoup plus s'engager sur la suite de ces sessions. Et on s'est rendu compte finalement que ça ne bridait pas non plus la parole des participants des ateliers. Après, effectivement, il y a peut-être quelque chose de personnel, intuité qui va être à prendre en compte. Très bien. Donc, la deuxième pratique qu'on avait identifiée aussi chez Kinaps, elle s'appelle quadrature avec le digital. Donc, chez Kinaps, on a commencé pour les ateliers, en tout cas de design fiction qui concernaient la crise Covid, à mettre en place ces ateliers pendant le confinement. Mais on s'est rendu compte que ces outils digitaux avaient aussi beaucoup de valeur pour la méthode de design fiction après même des périodes de confinement. Lise, est-ce que tu penses, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi pour toi les ateliers à distance sont très propices au design fiction? Alors effectivement, on a testé donc ce dispositif à distance avec des outils de post-it digitaux. Et ce qu'on a constaté, c'est que premièrement, le fait de devoir faire une réunion derrière un écran fait qu'on va pas prévoir des réunions ou des ateliers qui vont durer toute la journée, mais plutôt des ateliers réduits dans le temps, donc maximum 3 heures, voire plutôt 2 heures. Alors, ce côté time boxé fait que les gens sont beaucoup plus concentrés. Et puis, ils sont souvent aussi tout seuls dans une pièce. De ce fait, il y a une concision qui va se dégager des travaux et des résultats. Donc ça, c'est un premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que grâce à ces outils digitaux, selon les personnalités des gens, c'est vrai qu'en groupe, parfois, il y a des gens qui parlent plus ou moins. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole vont pouvoir quand même écrire des post-it sur leur écran qui va être du coup visible par tous. Et du coup, on a vraiment une participation assez égale de tous. Et puis, troisième avantage, à l'issue de l'atelier, l'outil avec les post-it étant encore disponible, si les gens continuent de phosphorer, ils peuvent très bien ajouter des post-it supplémentaires. Et on a pu constater ça avec de très bonnes idées qui arrivaient le lendemain des ateliers, voire même après. Donc, c'est effectivement les avantages qu'on a recensés dans ce dispositif à distance. Est-ce qu'il y avait aussi des fonctionnalités un peu nouvelles qui diffèrent des ateliers en général où c'est uniquement des post-it, on a des fonctions de vote qui sont finalement facilitées ou d'autres fonctionnalités?
Oui, tout à fait. Effectivement, on a pu voir que tout ce qui est fonction de vote était très pratique, peut-être moins fouillis et plus rationnel que dans un atelier en physique. On a vu aussi qu'en termes d'organisation des post-it, ça se fait de façon très fluide. Et puis surtout derrière, en termes de rendu, on gagne un temps considérable en fait, puisque les résultats sont déjà digitalisés. Et ça fait justement le pont avec la prochaine bonne pratique, qui est que la préparation est la clé du succès. Donc, un des enseignements de la conduite de nos ateliers, c'était qu'il fallait prendre le temps, il fallait prendre du recul et de la hauteur, et c'était ça qui rendait justement la méthode de Design Fiction d'autant plus riche pour les clients, et qu'on pouvait capitaliser sur les outils digitaux là-dessus. Lorraine, est-ce que tu veux nous expliquer pourquoi la phase préparatoire elle est clé aux yeux des consultants Kinops? Alors, la phase préparatoire, effectivement, est extrêmement importante pour être percutant et pertinent. C'est-à-dire, effectivement, on est sur des formats, quand on est en distanciel, des créneaux de 2-3 heures, donc c'est assez resserré. Et du coup, il faut vraiment optimiser. On sait qu'il y a toujours un temps de prise en main des outils, de prise en main des exercices, voilà, pour pouvoir vraiment s'immerger, se projeter dans les exercices. Donc, il faut être vraiment le plus percutant possible. Donc, ce qu'on apprécie, c'est espacer pas de trop ces sessions pour conserver la dynamique, mais pouvoir réadapter entre deux sessions en fonction de ce qui est sorti, en fonction de la dynamique des groupes, de comment les personnes fonctionnent les unes avec les autres, de pouvoir réadapter le programme. Et ce qu'on a fait récemment avec un de nos clients, c'était de faire un questionnaire en amont de ces sessions auprès du COMEX et auprès d'un échantillon, on va dire, représentatif de l'entreprise pour capter quelles étaient les tendances pour eux, quelles étaient leurs peurs, quelles étaient finalement leurs projections dans ce futur, que ce soit au niveau du modèle opérationnel, donc par exemple l'impact du télétravail, parce que c'est quelque chose dans lequel ils se projettent, quels sont les risques, etc., ou au niveau des clients, donc quelles sont les évolutions de marché à venir, qu'est-ce qu'ils perçoivent et qu'est-ce qu'ils captent auprès de leurs clients, etc., etc. Et donc ça nous permet d'arriver avec une matière vraiment travaillée et vraiment percutante pour construire des scénarios qui vont permettre vraiment de se projeter. Donc, il faut être dans les scénarios assez précis et assez détaillés pour permettre ça. Ça veut dire que au départ, on avait des scénarios peut-être pas assez précis en termes de contexte économique, contexte politique, contexte marché, qui fait qu'on avait des retours mais qu'est-ce qui se passe là? Pas mal de questions pour devoir préciser justement le scénario pour pouvoir se projeter. Donc tous ces éléments de contexte et un benchmark qu'on peut faire d'une analyse marché vont permettre de nourrir ces scénarios et de nourrir les sessions suivantes qui vont être des focus sur des thématiques, soit du modèle opérationnel, soit de l'offre, soit de la proposition de valeur, etc. Aussi, ce qu'on a pu apprendre par rapport à l'organisation de ces sessions, c'est d'être assez, on va dire, réaliste. Donc, au début, on avait été extrêmement ambitieux sur le contenu des ateliers. On s'est dit, voilà, en 2 heures, on va réussir à faire 10 sessions, 10 angles d'idéation différents. On va parler de telle et telle thématique. On va faire des pitchs. Ensuite, on va restituer. Bon, clairement, c'est pas possible. Il faut être conscient que chaque groupe avance potentiellement aussi à des rythmes différents. Donc, il faut que l'animateur soit capable d'adapter aussi en temps réel combien de temps on va passer sur chaque atelier, quand est-ce qu'il faut passer à un autre atelier, à une autre façon d'idée, parce que là, c'est pas une façon qui va fonctionner avec ce groupe-là. Donc, il y a un vrai rôle de l'animateur pour que ces échanges et ces ateliers soient le plus fluides possible. D'accord, et c'est aussi permettre dans des scénarios qui sont assez précis, de pouvoir se projeter, de continuer d'avoir beaucoup de créativité, que chacun puisse apporter un peu son originalité malgré un scénario très précis. Exactement. Effectivement, l'animateur va pouvoir leur permettre de naviguer au sein de ce scénario. Très bien, et donc ça fait un peu aussi le lien avec le point 4, donc cette bonne pratique que nous avons identifiée, la quatrième, qui est de ne pas laisser retomber le soufflet.
Donc, derrière cette formulation un peu rigolote, on voit aussi l'idée qu'il faut capitaliser sur l'effervescence qui a été créée lors des ateliers. Donc, Lise, comment on fait concrètement pour capitaliser sur la valeur créée et continuer d'enrichir la valeur dégagée? Alors, effectivement, lorsqu'on met en mouvement comme ça une entreprise, des gens qui vont s'impliquer dans des ateliers, la moindre des choses, c'est de valoriser dès la fin de ces sessions les chantiers qui ont été identifiés. D'ailleurs, je rebondis sur les messages que je vois qui s'affichent, pardon. C'est presque une question de respect par rapport à ce qui a été généré. Les gens se sont impliqués. Donc derrière, ça va être le rôle des dirigeants du COMEX ou des directions de prendre cette matière immédiatement. Vraiment, il y a un rythme qui est important. D'ailleurs, comme dans un entraînement, on en revient à l'idée d'entraînement presque sportif pour le tout-terrain. Donc, il y a un rythme à garder. Il faut prendre cette matière et il faut immédiatement la mettre en marche aussi et la concrétiser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue réaliste? Par exemple, si on a identifié des chantiers, par exemple, de mise à plat de processus, ça peut être par exemple des processus qui se sont avérés complètement obsolètes pendant le confinement parce que ça tenait pas justement en mode distanciel et du coup démarrer tout de suite la mise à plat, par exemple, d'un processus de vente. Et là, on va continuer, en fait, dans l'actionnabilité de ce chantier-là, on va continuer finalement à rassembler les gens, à prévoir des ateliers. Et finalement, c'est aussi dans ces réunions-là qu'il y a une rationalisation qui va se faire et on va pouvoir petit à petit aller vers des réalisations concrètes. Voilà. Donc, il y a vraiment un rythme à tenir. Et justement, on réussit par l'implication des décisionnaires à mettre ça en place rapidement également. Ça fait le lien avec ce qu'on avait expliqué précédemment. Et enfin, la dernière bonne pratique qu'on avait identifiée chez KINAP, c'était de la valeur là où on ne vous l'attendait pas. Donc, on vous a présenté tous ces intérêts-là que nous avions identifiés justement pour nos clients avant de lancer les ateliers, mais on s'est rendu compte qu'on avait aussi dégagé de la valeur, des externalités positives. Et donc, Lorraine, qu'est-ce que tu peux nous dire des externalités positives qu'on a pu identifier lors des ateliers? Alors, c'est une méthode qui est extrêmement riche, on l'a exprimé pour faire émerger des idées, mais c'est aussi intéressant pour faire travailler en fait des personnes, donc soit membres du COMEX, soit de direction, soit d'équipe, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble sur des sujets stratégiques et qui leur permet de travailler. Donc, en général, on va travailler en petits groupes, donc chacun va pouvoir s'exprimer, chacun va pouvoir libérer sa créativité avec des nouveaux types d'exercices, des nouvelles façons d'aborder ces sujets stratégiques qui potentiellement, habituellement, étaient faits de façon plus top-down. Et du coup, ça leur permet vraiment d'adopter en fait une nouvelle façon de fonctionner. Donc nous, on a des clients qui nous ont dit c'est top, c'est la première fois qu'on a fonctionné comme ça en petits groupes, en s'écoutant, en partageant, et on a envie de finalement pérenniser ce type de fonctionnement pour adresser d'autres sujets qui pourraient être transverses, sur lesquels des personnes n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Donc, par exemple, quand on est directeur commercial, s'exprimer sur le télétravail, ou inversement, quand on est directeur des achats, s'exprimer sur la relation client. Voilà. Il y a des choses comme ça où c'est intéressant d'avoir différents points de vue. Et ce qui est ressorti aussi, c'était que c'était un gage de confiance, finalement. Enfin, il y avait une nécessité de se faire confiance. Donc, on n'est pas tous obligés de travailler, de co-construire sur certains sujets, et on se fait confiance sur ce qui va ressortir, sur les idées qui vont ressortir et sur leur actionnabilité derrière. Et une autre externalité qui a été intéressante, ça a été la prise en main des outils. Donc effectivement, donc nous, on prépare ces boards en général, donc on travaille soit sur Miro, soit sur Klaxoon, ce type d'outils, avec d'aide, enfin de visualisation, donc avec les post-it, etc.
et on les met au travail. Donc, on les fait travailler, on les fait mettre des post-it, etc. Et au début, ils sont là, oh là, ça va être très difficile, comment on fait, etc. Et finalement, il y a une prise en main hyper rapide. Et au bout de la première session, tout le monde est en train de faire ses post-it et ils sont impressionnés finalement de leur capacité à avoir pris en main ces outils digitaux. Et du coup, ça contribue un petit peu aussi à la transformation digitale. Très bien, merci Lorraine et merci Lise pour ces explications. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient aussi adressées sur le chat. On va ouvrir en fait la séance de questions-réponses si vous avez d'autres questions à poser. Donc je vous demande de couper vos micros encore une fois si ce n'est pas déjà fait et de poser des questions via le chat pour qu'on puisse tous bien les lire et que l'organisation soit plus fluide. Alors, je peux reprendre les questions. Donc, la première question, c'était design fiction égale la FastLab étendue. Donc, peut-être pour les personnes qui connaissent pas le FastLab, donc le FastLab, c'est un framework qu'on a mis en place de modèles opérationnels d'innovation et d'accélération de projets digitaux. Donc, ça définit les méthodes, l'orga, le fonctionnement, etc., sur comment on fait émerger et comment on accélère de façon agile des projets digitaux. Et du coup, le design fiction, finalement, ça peut être une des méthodes qui vient enrichir le dispositif d'émergence potentiellement de projets d'innovation, etc. Alors, n'hésitez pas si c'est pas clair ou si vous avez besoin d'autres précisions. Un autre point sur Klaxoon, l'animateur est obligé de préparer les activités de l'atelier dans le back-office. Même en live, on rédige toujours un protocole d'atelier. Donc, effectivement, c'est extrêmement... Enfin, on ne peut pas créer en live des boards sur Miro ou des boards sur Klaxoon. Donc, l'idée, c'est de préparer au mieux, d'anticiper potentiellement plusieurs angles d'idéation ou plusieurs façons de réfléchir sur une thématique pour pouvoir s'adapter. Mais parfois, on a une thématique qui rentre pas dans le cadre. Les discussions sont riches vers une nouvelle façon de penser et du coup, l'animateur doit être capable aussi de sortir de son board, même si à la base, les choses étaient préparées. Et effectivement, pour compléter, par rapport à la question qui a été posée, même en live, on rédige toujours un protocole d'atelier. Oui, oui, tout à fait. Donc, notre point sur l'importance de la préparation, comme je l'écris dans le chat, porte plus sur l'effort qu'il faut faire sur la description des scénarios futuristes. Et ce qui va apporter de la crédibilité à ces scénarios, c'est vraiment le détail sur le contexte marché, le contexte politique, le contexte économique, etc. Donc, c'est là où il faut aller réellement écrire des synopsis très, très réalistes, en fait. C'est ça qui va aider les gens à réussir à se projeter dans des scénarios futuristes. Ah, on a une autre question là. Pour l'innovation de rupture, préférez-vous la méthode CK ou le design thinking? Alors, la méthode CK, personnellement, je ne la connais pas. Lorraine, est-ce que tu la connais? Oui, concept Alors, knowledge. Pour nous, ça s'applique pas dans les mêmes cas ou pour les mêmes problématiques. On va plutôt utiliser la méthode CK quand il s'agit de trouver des... Enfin, on aime bien utiliser différentes façons différents angles d'innovation. Donc, potentiellement, par exemple, quand on va réfléchir à des sujets data, on va avoir des angles qui vont être plus adaptés à la data. Quand on va réfléchir à des sujets qui sont plus donc portés sur la technologie, on peut utiliser ce type de méthode CK. Mais le design thinking, on apprécie toujours penser quel va être l'utilisateur et finalement quel va être l'impact qu'on a envie d'avoir. Donc, quelle que soit l'innovation, que ce soit pas une innovation juste pour une innovation, on va dire technologique, c'est plutôt une innovation business pour qu'il y ait un usage derrière. Donc, penser l'utilisateur, penser l'impact. On avait une autre question sur si on n'arrive pas à mettre le boss à la table, comment fait-on?
Alors, on espère qu'il y a des porte-paroles du boss. A priori, on va quand même toujours réussir à en trouver un. Et je pense qu'après, il faut aussi expliquer au boss et mettre en œuvre tout son art de convaincre les personnes pour lui expliquer l'avantage qu'il soit là. D'autant plus que finalement, le format distanciel peut peut-être amoindrir justement l'effet je suis timide parce que le boss est là donc je ne parle pas. Donc voilà, il faut discuter avec le client et on va trouver une solution. On a une autre question également. Comment gérer un grand nombre de participants? Il faut toujours les diviser. Donc, pour moi, la taille maximum d'un sous-groupe, donc d'un groupe de travail, ça doit être 5-6 personnes maximum. En fait, 5-6 personnes, c'est même un peu la taille optimale pour que les gens puissent s'exprimer et en même temps pour avoir une richesse, une représentativité avec des profils qui viennent d'horizons différents. Donc, idéalement, on avait un de nos clients au début qui a l'habitude de faire ses comex à 25 et avec tout le monde à la table. Et ils n'étaient pas hyper favorables à séparer en petits groupes. Mais après la première session, ils se sont rendus compte de la valeur de fonctionner comme ça avec des groupes de 5, 6, 7 personnes maximum pour pouvoir favoriser les échanges et la participation de chacun. Et alors, comment on les gère opérationnellement? Donc, on a sur Zoom, c'est assez facile de le faire parce qu'on peut créer des sous-groupes. Et donc, la personne qui est un peu le gestionnaire, le modérateur de toute la session peut faire rentrer, sortir des gens, donc passer de plénière à sous-groupe assez simplement. Et sinon, quand les protocoles de sécurité des entreprises ne le permettent pas, comme ça a été le cas pour certains de nos clients, on passe par Teams en envoyant des liens parce qu'aujourd'hui la fonctionnalité n'est pas disponible. Donc on espère que ça sera le cas bientôt. Mais on fait un Teams, on crée un Teams pour la plénière et des Teams pour les sous-groupes. On a ensuite une question. À quel moment peut-on ou doit-on faire du design fiction? Alors, je dirais qu'il y a plusieurs moments clés. Bon, évidemment, il y a un moment quand on est au pied du mur, donc en pleine crise, comme on a pu vivre. Ça peut être un bon moment pour comprendre qu'il faut s'y mettre et qu'il faut finalement mettre en place cet entraînement presque un peu récurrent. Mais après, indépendamment de ces histoires de crise, on peut faire du design fiction à toutes les échelles de l'entreprise. Ça peut être à l'échelle d'une direction qui doit se repenser. Et donc, on peut tout à fait imaginer, par exemple, du design fiction pour, justement, je parlais tout à l'heure, de repenser un processus de vente. Demain, comment on va repenser ce processus de vente si, justement, il n'y a plus, par exemple, je sais pas, de réseau de distribution physique, si on a que des robots, ce qui n'est pas forcément souhaitable, mais si voilà, on peut imaginer si justement on est dans des contraintes écologiques particulières, et donc ça va nous pousser à mettre à plat ce processus de vente. Et encore une fois, l'effet collatéral positif, ça va être aussi finalement de sacraliser un temps avec tous les gens du métier concernés par ce processus de vente pour pouvoir rationaliser les choses, discuter ensemble, se parler, ce qui n'est pas forcément évident à mettre en place dans la vie de tous les jours. On a une autre question également. Quelle est la plus-value d'un cabinet externe pour mettre cette méthode en place, donc cette méthode qui est d'apparence simple? La plus-value, c'est un peu comme... il y a plusieurs éléments. C'est déjà d'avoir un regard extérieur et donc de pouvoir être le porteur finalement d'un œil critique. C'est plus difficile de faire quand on est juste en interne. Ensuite, il y a toute la partie animation. Donc, pareil, pendant cette session avec des sous-groupes,
de pouvoir être le modérateur des propos, de pouvoir les challenger pour aller plus loin, les pousser peut-être dans leur retranchement, challenger les idées, challenger pour toujours construire au-dessus. C'est une posture qui est plus difficile à tenir en interne. Et je pense que le fait d'avoir plusieurs expériences dans ces types d'activités nous permet vraiment d'adapter, de penser le programme le plus pertinent par rapport aux objectifs du client, par rapport aux objectifs attendus. Est-ce qu'on a envie d'avoir des idées? Est-ce qu'on a envie de pousser plus sur justement les échanges et faire travailler des personnes ensemble? Est-ce qu'on a des thématiques en tête qu'on a envie vraiment d'aborder? Voilà. Donc, en fonction de l'objectif et de toutes les expériences qu'on va mettre à profit, on va vraiment pouvoir s'adapter. Après, on a une question sur comment arrivez-vous à gérer les participants qui ont du mal à être créatifs et à se projeter dans des scénarios très éloignés de la réalité. Alors effectivement, sur un groupe de 5-6, on a toujours quelqu'un qui soit parle un peu moins que les autres, soit est carrément détracteur en fait de la méthode. Voilà, ça arrive toujours. Donc globalement, ce qui peut nous laisser, ce qui peut nous aider à l'embarquer, ça va être déjà de l'écouter par rapport à ce qu'il a à redire, par rapport voilà, au fait que les scénarios qu'on a proposés sont pas crédibles, alors il n'arrive pas à se projeter, etc. Donc on va être déjà dans une phase d'écoute où il faut qu'il explique pourquoi lui il n'y arrive pas, pourquoi ça marche pas, pourquoi c'est pas possible, etc. Et puis essayer peut-être de dessiner avec lui un scénario qui reste futuriste mais qui lui conviendrait mieux et puis quand même rappeler aussi le cadre. Donc le cadre, on revient sur des règles, souvent on les affiche en fait, même souvent on les écrit quelque part sur le board. Donc les règles, encore une fois, c'est ne pas se censurer, ne pas avoir peur du ridicule et être constructif quand on n'est pas d'accord avec une idée, ne pas dire non mais plutôt dire oui. Et aussi, on pourrait faire ça, etc. et se forcer à travailler l'association d'idées. Et petit à petit, il y a une alchimie qui peut se créer. Alors, on a une autre question sur des préconisations pour faciliter la prise en main des outils par les participants lors des ateliers à distance. Alors effectivement, ça c'est un sujet important, c'est comment faire en sorte de réduire le temps de prise en main, réduire le risque de problèmes techniques. Donc on va demander aux personnes de se créer des comptes en amont, potentiellement les accompagner avec des mini tutos pour se dire comment on crée le compte, comment on prend en main les principales fonctionnalités dont on va se servir. Et donc voilà. Et en général, ça fonctionne bien. Et pendant la première session, on prévoit quand même un petit temps pour s'assurer que tout le monde, voilà, on sait très bien qu'il y a un quart d'heure de prise en main de l'ensemble des outils. On a également une question. Est-ce que vous pouvez nous présenter un study case d'atelier pour mieux appréhender votre méthodologie de travail? Parce que pour l'instant, ça reste un peu très générique. Alors on n'a pas préparé là un study case d'atelier. On n'a pas prévu de le partager car c'est des informations, des choses qu'on a construites spécifiquement pour des clients, donc qui sont confidentielles et on n'a pas prévu là. Mais un study case d'atelier typique, ça va être par exemple sur cette partie design fiction, de présenter des éléments de bench, ensuite de présenter le scénario en se disant un premier exercice de quels sont les impacts contextuels. Donc, par exemple, on présente un scénario en disant voilà la situation politique, voilà quelques éléments de contexte économique, voilà quelques éléments de contexte marché. Et ensuite, on va demander aux participants de se projeter en se disant ok, plus concrètement, en France, comment ça va se passer? Quels sont les impacts positifs? Quelles sont les opportunités? Quels sont les risques, etc. au niveau économique plus macro? Et ensuite, on rentre dans le secteur et puis on rentre au niveau de l'entreprise. Quelles vont être
les impacts géopolitiques potentiellement. Enfin, vraiment, on a besoin d'avoir un premier exercice de projection dans le monde et pas forcément sur l'entreprise pour ensuite se recentrer sur l'entreprise en se projetant sur les clients, le modèle opérationnel, les équipes, etc. Et du coup, en fonction du focus du client, on va pouvoir adapter. Est-ce qu'on va se projeter dans, on peut avoir un exercice de créer une nouvelle start-up sur ce marché-là, créer une nouvelle start-up à partir des besoins des clients, etc. Donc, on adapte vraiment en fonction du client. Mais ça peut être un type de premier déroulé type pour une session de 2 heures. Alors, on a la suite de la question. Travaillez-vous avec des psychologues, des spécialistes en fonction des problématiques plus ou moins complexes? Alors, effectivement, pour certains study cases, on a travaillé et on travaille avec, alors pas forcément des psychologues, mais des cogniticiens. Selon les sujets qu'on va aborder. Alors, parfois, il se peut que le cogniticien soit dans le dispositif du design thinking. Après, c'est davantage lorsqu'on a identifié des chantiers concrets qu'on va adapter le dispositif d'équipe pour faire aboutir le chantier. Et là, effectivement, selon les chantiers, parfois, on va avoir besoin de cogniticiens. Voilà, donc ça peut être sur des chantiers liés à des chatbots, par exemple. Ça peut être sur des chantiers liés à la mise en place d'un processus, par exemple, de service client, comment réfléchir aux interactions, aux répliques du service client pour que l'échange soit le plus fluide. Ça peut être un cogniticien qui va travailler avec un UX designer pour formaliser des vidéos de motion design qui vont pouvoir faire passer un concept plus facilement, etc. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser à Elise et Lorraine sur la méthode de design fiction? J'ai l'impression que les questions sont finies. Oui. Donc on va pouvoir conclure cette session de webinaire sur le design fiction. Donc on voulait vous remercier chez Kinaps d'avoir participé, d'avoir posé vos questions et de vous être intéressés au sujet. Donc on espère que cette présentation du design fiction et la présentation des bonnes pratiques qu'on a pu utiliser, qu'on a pu identifier suite à notre pratique de ces ateliers vous a été utile. Et merci encore de votre présence. Et vous pouvez également ne pas hésiter à nous poser vos questions à contact@kinaps.fr, donc l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou besoin de mettre en place du design fiction chez vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. À tous.